Bonjour à tous. Pour cette interview, je reçois Rachid Madrane. Rachid Madrane, bonjour. Vous êtes ministre de l'Aide à la jeunesse et vous venez avec quasiment un scoop, puisque ce matin, au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a approché votre plan de centre anti-radicalisation qui porte un nom beaucoup plus complexe, c'est Centre de ressources d'aide aux personnes confrontées à des phénomènes de radicalisation violente. Alors, c'est quoi ce centre ? D'abord, c'est les principes qui ont été adoptés ce matin par l'ensemble du gouvernement, parce que c'est évidemment plus large que simplement ce centre de prévention de la radicalisation. L'idée, c'est, vous le savez, j'ai effectué une mission au Canada au mois de novembre, où j'ai pu visiter le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc ils ont créé un centre qui s'intéresse d'ailleurs à toutes les formes de radicalisation. Et c'est un centre qui vient en aide à la fois aux personnes qui sont radicalisées, aux proches, aux intervenants de première ligne, ça peut être des éducateurs, des enseignants, enfin toutes les personnes qui à un moment donné ont connaissance de situations de près ou de loin avec le radicalisme et qui cherchent un soutien psychosocial, qui veulent donner une information. Il y a une ligne téléphonique aussi qui est opérationnelle et c'est un peu ce modèle qu'on va transposer en communauté française. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'en Belgique il n'existe pas aujourd'hui de structure qui peut prendre en charge de manière systématique et individuelle les personnes qui sont soit radicalisées ou confrontées à de la radicalisation. Alors dans n'importe quel autre pays, ça aurait été le fédéral qui mettait ça en place. Donc nous, on en a parlé au fédéral, on a attendu des propositions, on n'a rien vu venir, et donc on a mis en place au niveau de la fédération ce projet, et ce projet de création du centre qui sera logé dans les maisons de justice, parce que comme vous le savez, les maisons de justice ont déjà à suivre des personnes qui ont été condamnées. Donc très concrètement, ce centre sera à Bruxelles. À Bruxelles. Dans le bâtiment des... Il sera logé dans les maisons de justice, dans une des maisons de justice à Bruxelles. Il y aura une quinzaine de personnes dans ce centre, à peu près. Il y aura psychosocial, des psychologues, des assistants sociaux. Exactement. Des juristes aussi. Des juristes, des experts, à la fois sur les comportements sectaires, etc. Maintenant, on va mettre en place la méthodologie. Mais c'est vraiment, si vous voulez, on avait déjà une ligne verte, le 0820 000, mais on s'est rendu compte, si vous voulez, que ce qui manquait, c'était d'abord d'avoir les ressources internes au centre. C'est-à-dire que ce qu'on faisait, c'était qu'on avait un appel et on renvoyait vers nos partenaires des maisons de justice pour prendre en charge les situations. Au Québec, ce qu'ils font, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le centre dispose lui-même de toutes les ressources et peut intervenir très très rapidement. Et ils interviennent dans des situations d'urgence en 24 heures. Et s'il n'y a pas d'urgence, ils peuvent intervenir dans les 48 heures. Mais c'est vraiment un centre qui va venir en aide et prendre en charge individuellement. Alors pour le moment, ça se fera sur base volontaire, mais il est clair qu'au fur et à mesure du temps, ça risque d'être quelque part de ce qu'on appelle des mesures parfois contraintes. Ça peut être à un moment donné la justice qui oblige quelqu'un à passer par le centre pour entrer dans un processus, moi j'appelle ça du désengagement, parce que c'est plus du désengagement que de la déradicalisation, parce qu'en réalité on a face à nous des êtres humains, ce ne sont pas des ordinateurs sur lesquels on appuie sur delete et puis reset et on en fait des hommes neufs. Donc il faut les accompagner dans le processus et les ramener vers un chemin qui est un chemin démocratiquement acceptable. Alors vous parliez de la ligne 0800 qui existe déjà, et le centre lui-même, ce sera dans combien de temps ? Écoutez, ce sera dans le courant 2016, parce que je ne veux pas improviser, le sujet est trop important, et donc on va confier à nos responsables des maisons de justice la mise en... On a déjà le modèle canadien, donc on peut déjà s'en inspirer, mais mettre en place une méthodologie spécifique pour la prise en charge, parce qu'il faut à la fois garantir la confidentialité, l'anonymat, mais il est évident que dans certaines situations de danger imminent, il faudra probablement communiquer ces informations à des autorités judiciaires pour qu'elles puissent suivre ces dossiers. Au Canada, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, sur 500 appels et prises en charge, 6 seulement ont été communiqués à la justice parce qu'il y avait un risque imminent. Alors en matière de radicalisation, on a les derniers chiffres, on dit qu'il y a 45% des jeunes qui sont partis en Syrie viennent de Bruxelles. 45%. Le reste viennent essentiellement de Flandre, quelques-uns de Wallonie, mais assez peu. Donc 45% de Bruxelles, c'est énorme. Et ce chiffre reste important. C'est élevé, mais c'est évidemment la Flandre, c'est Anvers, c'est l'axe Anvers, Malines, Vilvoorde, évidemment Bruxelles. C'est aussi des lieux où, c'est pas exclusivement l'explication, mais c'est aussi des lieux où le taux de chômage chez les jeunes est
très très élevés. Ce sont souvent des jeunes, on a pu regarder par rapport à ceux que nous on prend en charge aujourd'hui, ce sont souvent des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, des gens qui sont en quête d'identité, certains partent par dépit amoureux, par idéalisme religieux. Donc il y a une multitude de raisons qui font qu'à un moment donné un jeune bascule. Mais est-ce qu'il y a moyen de les déradicaliser? Parce que certains spécialistes disent en fait il n'y a pas moyen. Mais vous allez créer ce centre et est-ce qu'il y a quand même un espoir? Nous, ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas de déradicaliser. Je viens de vous expliquer qu'on a face à nous des êtres humains. Ce qu'on essaye de faire, c'est de les désengager dans le chemin de la radicalisation violente. Vous savez, on peut être radical, je ne sais pas, environnementaliste et être très à cheval et très radical. On peut être radical dans d'autres thématiques. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est le basculement vers la violence. C'est ça qu'il faut avoir des solutions pour lutter contre ça. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Ce sont des gamins ou des jeunes qui basculent dans la violence. Et là, il faut les désengager pour les ramener vers un chemin. Et alors, il y a évidemment la dimension sécuritaire, et je l'ai toujours dit, il faut être intransigeant avec le terrorisme au nom de la sécurité de nos concitoyens. Mais de l'autre côté, il faut absolument mettre en place des dispositifs qui prennent en charge ces personnes. Parce que, on le sait, les prisons aujourd'hui sont des lieux, on l'a vu en France, dans les parcours des frères Kouachi, de Mera, les prisons sont aussi des lieux où, à un moment donné, on bascule, on se laisse influencer, etc. Et donc, il faut, à un moment donné, pouvoir accompagner individuellement les jeunes jusqu'au moment où ils sont complètement désengagés. Il y va de la sécurité des Bruxelloises et des Bruxellois et de nos concitoyens. Tout le monde, aujourd'hui, dit qu'il faut faire cela, donc déradicaliser, des engagements, enfin, comme vous en parliez. Tout le monde le dit. Le fédéral, le régional, le communautaire et le communal. Mais qui fait quoi, en fait, dans cette histoire-là? Parce qu'on voit, dans le cas des migrants, des réfugiés, Fait d'Asile dit quand même l'accueil, il est mieux fait en région flamande, enfin plutôt l'intégration est mieux faite en région flamande que dans les autres régions, les autres communautés, parce qu'ils sont plus en lien avec l'accueil qui est réglé par le fédéral. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique de Jean-Pierre Luxet? Première chose que je dirais, je suis étonné par cette remarque. Décidément, avec ce gouvernement fédéral, on a du communautaire dans tout. Même dans, aujourd'hui, si j'ai bien compris, la prise en charge des réfugiés. Alors, il dit que la prise en charge se fait mieux du côté flamand. Moi, je vois les DASPA qui sont mis en œuvre. Je vois aujourd'hui le travail... Les DASPA ? Ce sont les bureaux d'accueil des primo-arrivants à Bruxelles et en Wallonie. Je vois le travail qu'on est en train d'effectuer avec les MENA. Nous sommes la première communauté, les MENA, mineurs étrangers non accompagnés. Mais là, on est un peu en retard pour les DASPA dont vous parliez. On est un peu en retard par rapport à la Flandre. Mais on a encore des efforts à faire. Je ne pense pas que nous sommes en retard. Je pense qu'eux, ils ont lancé depuis longtemps, d'ailleurs, ce fameux parcours d'intégration. Oui. Ça n'a pas empêché, M. Deleu, que des organismes ou des organisations du type Sharia for Belgium soient là et existent. Et elle a été créée où, Sharia for Belgium? Elle a été créée à Anvers, dans une commune, dans une ville, aujourd'hui, qui est aux mains de la NVA. Donc je trouve qu'ils ont tendance, si vous voulez, à chaque fois communautariser, à chaque fois expliquer qu'ils sont meilleurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Bruxelles, par exemple, je suis à Télé Bruxelles. Bruxelles a longtemps été sous-financée. Aujourd'hui, avec les moyens nouveaux dont elle dispose, elle met en place des mesures très, très efficaces. Et donc, moi, je ne dirai jamais que les Flamands sont moins bons que nous en matière d'intégration. Et je ne pointerai pas non plus du doigt Anvers comme étant le berceau du radicalisme et notamment de Sharia for Belgium. Vous ne le pointerez pas, mais je le dis. Voilà. Parlons un peu des migrants et des réfugiés. Donc il y a eu, Theo Franken a parlé de cours pratiques sur la bonne conduite en société. On parle maintenant de former le personnel de Fait d'Asile pour qu'ils puissent détecter les radicaux. Ça vous semble de bonnes idées, de bonnes mesures? Très sincèrement, je pensais déjà que le détecter dans les personnes qui arrivent dans le cadre du pré-accueil, c'était déjà fait aujourd'hui. Mais il ne faut pas aujourd'hui laisser penser que l'ensemble des réfugiés aujourd'hui qui viennent frapper aux portes parce qu'ils sont en guerre sont tous des terroristes en puissance. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Mais donc moi j'ai pas de problème intellectuellement à ce que, et il me semble normal que des gens qui viennent à un moment donné connaissent les bases du pays dans lequel ils sont, première chose. Deux, il me semble que l'apprentissage de la langue est aussi nécessaire et fondamental. Je prends toujours l'exemple de l'instruction obligatoire en France. Quand Jules Ferry à un moment donné veut lutter
contre la pauvreté et l'analphabétisme chez les enfants qui sont des enfants de familles peu aisées. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend l'instruction obligatoire. Et donc je pense que c'est le minimum pour pouvoir s'intégrer, s'insérer dans un État, dans un pays dont on ne connaît parfois pas les règles et la langue. C'est bien le minimum qu'un État peut faire pour les accueillir. Donc ça, c'est plutôt en Fédération Wallonie-Bruxelles où on doit agir au niveau de l'enseignement. Et là, on agit. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur les propos de Yann Yambon, qui déjà à 2-3 reprises dit que Salah Abdeslam bénéficiait ou a bénéficié de soutien dans la communauté maghrébine, que ça allait bien au-delà de sa famille ou de ses proches, mais que c'était un soutien de la communauté? Écoutez, je pense que M. Yambon ferait d'abord mieux de doter ses services, de doter les forces de police, nos services de renseignement, de doter la justice des moyens nécessaires pour travailler. J'ai entendu M. Hénard qui, à un moment donné, tire la sonnette d'alarme. Alors, chaque fois, on essaye de trouver des excuses en expliquant que moi, j'entends aussi les forces de police, nos services de renseignement, la justice qui crient famine. Et donc, moi, ce que je lui dis aujourd'hui, occupez-vous de vos services. Mais c'est vrai ou c'est faux? Mais je ne suis pas dans les services de renseignement. Je suis incapable de vous répondre sur est-ce que c'est vrai ou c'est faux. La seule chose, et c'est de nouveau une conséquence de ce discours ambiant, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il pointe aujourd'hui l'ensemble d'une communauté comme s'il était complice de terroristes. Or, moi, je peux vous dire, je rencontre régulièrement les concitoyens et, a fortiori, particulièrement parfois des gens issus des communautés. Ils sont totalement contre ces terroristes. Ils considèrent que ce ne sont pas des musulmans. Et donc, à un moment donné, c'est dangereux ce qu'il fait, de pointer une communauté en particulier en disant ils ont des soutiens. Moi, je trouve que, comme ministre, comme vice-premier ministre, un homme d'État ne peut pas pointer et stigmatiser l'ensemble d'une communauté. On va revenir sur la radicalisation avec l'ambiance générale concernant ce mauvais feuilleton d'Ismaël Saïdi et des projets de la région bruxelloise qui tombent à l'eau parce que ceux qui devaient les faire estiment qu'ils sont traités comme des malpropres. C'est dommage. Écoutez, moi j'ai rencontré Rachid Benzine, j'ai assisté aux pièces de Ismaël Saïdi, je connais M. Privot. Je trouve que ce projet avait le mérite d'exister et derrière, en back-office, les deux personnes spécialisées en théologie, puisque M. Benzine et Privot sont des personnes qui s'y connaissent, je trouvais que c'était quelque chose d'utile. Maintenant, moi, sur les dossiers, ce qu'on reproche à M. Saïdi, je ne sais pas, je lis comme vous dans la presse des choses, mais je trouvais que ce projet avait vraiment de la qualité et que ce principe de capsule, de pouvoir aller expliquer pour permettre de déconstruire, notamment auprès de la jeunesse, c'est un chouette projet, c'est un beau projet. Et je trouve que la région avait le mérite, le gouvernement régional, dans son ensemble, avait accepté ce projet. Donc je trouve ça vraiment très très dommage. Pour le reste, sur les dossiers ou ce qu'on reproche, je ne suis pas capable de répondre, je ne connais pas le fin fond de l'histoire, mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce projet est tombé à l'eau et manifestement, il n'y a pas de projet. Je trouve ça très triste et très dommage. Un gâchis? Un petit peu, oui. Franchement, oui. Pour terminer, vous étiez encore, lors de la législature précédente, au gouvernement bruxellois, oui, vous occupiez de propreté publique. Et justement, il y a un projet de Didier Gauzoin et de Fadila Al-Hanan de faire de la réduction de temps de travail à Bruxelles Propreté, à l'agence Bruxelles Propreté. Oui. Quelle est votre idée, vous qui connaissez ce domaine? Très sincèrement, je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve, et je rejoins Fadila Al-Hanan et M. Gauzoin, lorsqu'ils disent que pour des emplois peu qualifiés, on pourrait imaginer une répartition horaire différente, parce que c'est vrai qu'ils font des horaires un peu particuliers, c'est très tôt le matin, et parfois c'était le soir, mais je pense que le soir, ils vont abandonner cette idée des collectes nocturnes. Mais je trouve que si ça peut créer de l'emploi, et d'après ce que j'ai entendu, ça peut créer entre 400 et 500 emplois, dans une région qui compte beaucoup de jeunes au chômage, de jeunes en demande d'emploi, et qui sont peu qualifiés, je trouve que c'est une réponse. Vous auriez pu le signer, ce projet? Je l'aurais signé, et j'aurais été très heureux d'ailleurs de le faire. Rachid Madrane, merci. Merci à vous. À demain pour une autre émission de l'Interview.